2021. Alors sans plus attendre, puisque l'énergie sera au cœur des débats de cette édition 2021, on va démarrer ce Greenfield par une présentation d'une étude très riche sur le mix énergétique en Europe. Et c'est dans l'ADN du fil, hein, là aussi, d'être dans l'expertise, une information très précise, mais aussi dans la prospective. Alors on verra les perspectives de ce mix énergétique à horizon 2030. Et c'est Romain Gillet qui va me rejoindre. Bonjour Romain Gillet, bienvenue, merci d'être avec nous. Je vais vous laisser prendre place tranquillement au pupitre. Vous allez nous présenter un travail réalisé par votre cabinet, le cabinet IHS Markit, un cabinet d'études très réputé. Et vous avez accepté, Romain, je dois le dire, de venir au pied levé. Hein, vous remplacez Denis Chemoul, qui n'a malheureusement pas pu être avec nous, qui est retenu sur Paris. Vous avez accepté de nous présenter cette très belle étude et vous nous ferez aussi, puisque c'est l'actualité, on en parle tous et on a besoin de savoir jusqu'à quand on parlera de cette crise de semi-conducteurs. Vous nous présenterez aussi quelques chiffres et perspectives sur les prochains mois, prochaines années. C'est à vous, Romain. Bienvenue, merci. Merci beaucoup, Fanny. Bonjour à tous. Je suis ravi de partager cette présentation avec vous aujourd'hui. Je voudrais d'abord remercier tous les acteurs qui ont contribué à l'élaboration du fil. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir partager notre vision du marché avec vous aujourd'hui, puisque, comme on l'a vu au cours de l'introduction, l'industrie automobile est au-devant de très grands changements, une mutation très profonde. Et c'est pas pour rien que le fil s'appelle cette année The Green Future of Automotive. Et je pense qu'il était important pour démarrer, avant de voir toutes ces interventions à venir concernant l'hydrogène, concernant les batteries, concernant l'évolution, la transition nécessaire au niveau de l'industrie en elle-même, de faire un état des lieux de l'industrie, de comprendre le pourquoi on en est arrivé là, qu'est-ce qui est nécessaire au cours de cette décennie et comment cette révolution qui s'annonce dans un temps très court, seulement une décennie, va se concrétiser de la part des constructeurs et au niveau du marché. Alors, pour passer vous avez une... J'ai pas de... Merci beaucoup. Donc du coup, pour aujourd'hui, je voudrais reprendre un petit peu l'histoire complète, comme je le disais en introduction, et faire un petit point sur la réglementation, puisqu'on sait que la réglementation influence énormément la mutation du marché. C'est probablement l'impact le plus fort par rapport aux évolutions que l'on prévoit pour cette décennie. Comment cela va se concrétiser au niveau du mix par rapport aux différentes technologies, puisqu'on parle beaucoup du véhicule électrique, mais au cours de la décennie, on aura bien évidemment une cohabitation avec des hybrides de différents types, de l'électrique, mais également l'émergence de l'hydrogène, comme on a pu le mentionner lors de l'introduction. Et je souhaiterais également vous partager une vision concernant les constructeurs. Comment est-ce que l'on perçoit les constructeurs au niveau de leur plan produit, l'impact que ça va avoir au cours de cette décennie et comment ils vont adresser ce challenge qui se présente à eux pour les 10 ans à venir et pour la suite. Et enfin, je souhaiterais ouvrir avec, on va dire, une vision des opportunités, mais également des difficultés que cette transition va créer, notamment au niveau de l'impact sur les acteurs de la production de ce qu'on va appeler le powertrain, donc tout ce qui est chaîne de traction, que ce soit des suppliers ou même des usines de constructeurs produisant historiquement des organes. Un petit point sur les batteries, même si ce sera couvert très largement par la suite lors de sessions plus détaillées. Et enfin, évidemment, revenir sur cette crise des semi-conducteurs qui impacte énormément l'industrie, comme vous le disiez Fanny à l'instant, et qui, il est vrai, IHS Markit produit beaucoup de rapports concernant les productions de véhicules, c'est ce qui fait un petit peu notre ADN historiquement. Et donc je pense que vous avez pu voir nos derniers chiffres récemment mentionnés dans la presse, donc je reviendrai là-dessus et sur notre vision pour les années à venir. Donc concernant la réglementation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la réglementation, elle est déjà scindée en deux groupes. On a d'abord tout ce qui est concernant les polluants, qui se fait à la maille régionale et qui impacte tous les véhicules, c'est-à-dire que n'importe quel véhicule du segment A à un SUV premium doit tenir ses objectifs en termes de limite de polluants. Et donc historiquement, c'était les Euro 4, Euro 5, Euro 6.
qui durait un certain temps, mais au cours des dernières années, suite au Dieselgate, suite à l'introduction du Real Driving Emission Test, on a eu différentes étapes qui se sont concrétisées assez rapidement et qui ont forcé déjà dans un premier temps les constructeurs à avoir une politique powertrain un petit peu plus complexe, dans la mesure où on a dû affronter l'introduction du WLTP, on a dû avoir des powertrains qui soient en phase avec les attentes Euro 6 des temps, Euro 6 des full. Donc vraiment, ça a dynamisé la R&D et les besoins côté renouvellement organes. Et la prochaine grosse étape d'un point de vue des polluants, c'est bien entendu Euro 7. On reviendra sur Euro 7 un petit peu plus tard. Aujourd'hui, le timing et le contenu n'est pas complètement connu, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une nouvelle étape qui va menacer les powertrains, on va dire, conventionnels, puisque nécessitant encore des limites de polluants plus basses. Et dans une deuxième approche, on a tout ce qui est lié au CO2 et qui, là, cette fois-ci, est, comme vous le savez très bien, couvert par les normes CAFE qui s'appliquent à l'ensemble des véhicules vendus au sein d'une flotte constructeur. Et au niveau de ces normes CAFE, donc 2020-2021 constitue un moment charnière puisque 2020 a été l'année durant laquelle on a introduit la règle CAFE avec le fameux 95 grammes de CO2 moyen par flotte. Bien évidemment, on sait que c'est un petit peu plus complexe puisque chaque constructeur a dans les faits une cible spécifique indexée sur ses ventes. Mais là où je voudrais vraiment mettre l'accent aujourd'hui, c'est plutôt sur les étapes à venir, puisque 2025 et 2030 étaient identifiés comme les prochains jalons majeurs en termes de réduction des émissions de CO2. En 2018, avait été adopté, suite à une proposition du Parlement européen, une première proposition de réduction des émissions de CO2 avec des normes qui imposaient une réduction de moins 15% par rapport à 2021 pour l'année 2025 et moins 37,5% par rapport à 2021 pour l'année 2030. C'était quelque part la position de référence au niveau de l'industrie depuis quelque temps, mais il était devenu très clair depuis, on va dire, la fin 2019 et la communication de la part de la Commission européenne de ce plan dit de Green Deal, qui est une initiative beaucoup plus large, qui ne concerne pas uniquement le marché automobile, mais vraiment qui a pour but de réduire nos émissions de gaz à effet de serre dans un objectif de devenir carbone neutral, mais 2030 ayant été identifié comme un jalon majeur dans la lutte contre nos émissions de CO2, il était très clair qu'il y aurait un nouveau package de réglementation qui serait annoncé. Et bien évidemment, même si ce contenu serait multisectoriel, l'auto serait impacté. Donc il était très clair pour, je pense, l'intégralité de l'industrie qu'il y aurait des nouvelles normes de CO2. La question était quel sera le nouveau niveau demandé, quels seront les nouveaux jalons, etc. Et donc, je pense que vous avez vu, comme moi-même, au 14 juillet, l'annonce de ce fameux Fit for 55, donc ce paquet de réglementation qui a été annoncé par la Commission européenne. Et donc, là où il était encore, on va dire qu'il y avait une certaine indécision concernant 2030 sur le niveau qui serait demandé, exigé aux flottes des différents constructeurs. Finalement, la proposition, qui n'est pas encore complètement adoptée, mais la nouvelle proposition opte pour une réduction de moins 55% par rapport à 2021, ce qui constitue quand même une augmentation assez sévère de la cible de réduction, puisqu'on était à moins 37,5. Et en parallèle, pour la première fois, cette roadmap, cette cible de réduction de nos émissions de CO2 intègre également la décennie suivante, c'est-à-dire post-2030. Et donc là, la grande nouveauté, c'est ce jalon de 2035 pour lequel une réduction des émissions de moins 100% serait demandée à l'ensemble des flottes, aussi bien VP que LCV. Et bien entendu, si l'on considère qu'une réduction de moins 100% serait demandée, quelque part, ça ne laisse comme possibilité dans les ventes que des chaînes de traction dites zéro émission en tank-to-wheel. Donc concrètement, du véhicule électrique, de l'hydrogène et éventuellement quelques technologies de niche telles que les alternative fuels, etc. Mais donc, évidemment, un effet d'accélération très important puisque, quelque part, ça consisterait à bannir les ventes
de powertrain basés sur un moteur thermique, y compris électrifié. Donc quelque chose de très, avec un impact très important sur l'industrie et sur les stratégies OEM, puisque évidemment tout cela s'intègre dans une vision plus long terme à 2050, où l'Europe a pour but de devenir carbone neutre pour tenir ses objectifs de COP 21. Et donc, quelque part, si on prend comme hypothèse qu'un véhicule reste sur les routes environ une quinzaine d'années, si en 2050, l'intégralité de la mobilité doit être carbone neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement les véhicules vendus, mais l'ensemble des véhicules du parc. Donc, on fait un rétro-planning, on se retrouve en 2035, donc c'est relativement cohérent dans l'approche. Mais, bien entendu, on avait déjà des pays qui, de manière unilatérale, avaient pris un petit peu les devants. On pense bien entendu à la Norvège dès 2025, mais également au UK ou aux Pays-Bas. Et donc vraiment, ça s'intègre dans une dynamique de réduire nos émissions sur le long terme afin de tenir cet objectif de carbone neutrality. Pour ce qui est il est toujours un petit peu difficile d'avoir la magnitude associée à ces nouvelles normes. Et donc, je trouvais qu'il était intéressant de représenter en termes de grammes effectifs, qu'est-ce que cela change une augmentation de la cible de moins 37,5 à moins 50, moins 55%. Et donc ici, sur le graphique que vous pouvez voir à l'écran, la ligne bleue représente l'ancien contexte réglementaire, avec donc l'augmentation, le 95 grammes 2020, l'augmentation avec le WLTP 2021, moins 15% 2025, moins 37,5 2030. Et ce que l'on voit, c'est que lorsque l'on représente graphiquement la performance CO2 basée sur notre ancienne prévision de fin 2020, donc quelque part en amont de ces nouvelles, de tout ce que l'on a pu voir dans les 6 derniers mois, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que même en restant sur la proposition de moins 37,5, en se basant sur notre prévision, on avait une performance du marché en termes de CO2 qui était 12 grammes au-dessus de ce qui était demandé par la réglementation moins 37,5. Donc évidemment, c'est une performance moyenne du marché sur 15 millions de véhicules, avec uniquement les véhicules particuliers. Mais il faut bien se rendre compte que même si on suivait l'ancien protocole, on avait une prévision qui était 12 grammes au-dessus. Donc bien entendu, avec une sévérisation de la target, et là, le scénario était basé sur moins 50, même pas moins 55, on voit que ça rajoute approximativement 15 grammes de plus à atteindre. Donc quelque part, ça dérivait complètement entre les projections qu'on avait basées sur notre compréhension des plans constructeurs et notre compréhension du marché par rapport à ce qui était attendu d'un point de vue de la réglementation. Donc quelque part, pour les constructeurs, ça ne laissait plus le choix que d'accélérer sur l'électrification en investissant massivement sur des nouvelles plateformes et des nouveaux produits. Et donc c'est ce qui a motivé l'ensemble des annonces constructeurs que l'on a pu voir au cours des 9 derniers mois, depuis le début d'année. Je pense que vous avez suivi ça de la même manière que moi. Quasiment l'ensemble des constructeurs automobiles a communiqué une cible de véhicules électriques à 2030 en Europe ou dans le monde, avec un certain nombre de marques affirmant devenir uniquement électriques à partir d'une certaine date. Donc vraiment une accélération massive qu'on n'avait pas vue jusque-là. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça est entièrement motivé par le nouveau contexte réglementaire qui était attendu par les constructeurs. Et quelque part, les constructeurs ont anticipé ces nouvelles normes plutôt que d'attendre passivement pour pouvoir affirmer leur saut de leadership par rapport aux véhicules électriques et se positionner dans la course à l'électrification. Donc, si on regarde par rapport au mix en lui-même, si on compare notre ancienne prévision de vente par powertrain, on voit que, sans rentrer dans le détail des chiffres, on était grossièrement autour de 40% de véhicules électriques en 2030. Ça, c'était à l'époque où on était sur un scénario à moins 37,5. Aujourd'hui, notre dernière prévision de vente par powertrain, qui prend en compte ce moins 55%, on a une augmentation qui est très importante par rapport à nos anciens scénarios et on atteint environ 60% de véhicules électriques en 2030, ce qui est vraiment un niveau très très élevé, mais c'est le niveau que l'on perçoit comme étant nécessaire pour que les flottes des différents constructeurs soient en phase avec la réglementation. Et donc ça, c'est au niveau des ventes.
Mais bien entendu, ça se traduit également au niveau du mix de production, puisque quelque part, même si l'Europe produit énormément de véhicules qui ne sont pas nécessairement tous destinés à être vendus sur des marchés Europe 29 sous réglementation café, quelque part, la production européenne doit fournir au marché européen soumis aux règles café le bon niveau d'électrification pour atteindre ces cibles. Et donc ce que l'on voit, c'est que dans nos dernières prévisions, au niveau de la production européenne, en intégrant également l'Europe de l'Est, la Russie, les VP, les VU, on atteint plus de 50% de véhicules électriques. Ici, j'ai consolidé véhicules électriques, range extender, e-power et l'hydrogène, mais on est à plus de 50%. On a toujours 13% de véhicules conventionnels, mais qui clairement ne sont pas destinés à des marchés Europe 29. Ce sont des véhicules qui seront produits pour le marché russe local ou pour des exports Middle East Africa. Et enfin, des véhicules hybrides, où le mild hybride a subi de plein fouet cette accélération très importante du véhicule électrique, puisque, on va le voir par la suite au niveau des stratégies OEM, on a réorienté beaucoup d'investissements plateformes produits sur des véhicules entièrement électriques au lieu de programmes multi-énergie. Donc vraiment un mix qui a évolué considérablement au cours des 9 derniers mois, mais encore une fois, parce que l'écosystème en lui-même a évolué très fortement. On pourrait s'interroger sur la part d'hydrogène ici. Je sais que ce sera un sujet qui sera largement discuté au cours de ces 2 jours. L'écosystème en lui-même de l'hydrogène, quelles sont nos prévisions par rapport au déploiement de la technologie. Comme vous pouvez le voir ici, c'est en jaune, donc c'est relativement réduit. Pourquoi? On reviendra, je pense, en détail là-dessus sur les prochaines séances, mais quelque part, l'hydrogène est très prometteur afin de décarboner notre mobilité. Cependant, aujourd'hui, l'ensemble de nos réglementations sont établies en ce qu'on appelle un tank to wheel, donc du réservoir à la roue. On ne prend pas en compte la partie amont. Donc, quelque part, le véhicule à batterie constitue une technologie très adaptée par rapport aux réglementations actuelles. Et par ailleurs, la problématique de décarboner entièrement sur l'ensemble du cycle nécessite d'avoir de l'hydrogène lui-même décarboné. Je pense que c'est ce dont on parlait juste avant. Et pour cela, c'est un effort qui n'est pas uniquement de l'industrie automobile. On parle ici de produire de l'hydrogène bleu ou vert à bas coût, ce qui nécessite d'avoir un mix électrique par pays qui soit green. Donc, ce qui est le cas en France, mais très loin d'être le cas dans les autres pays européens. Donc, vraiment, il y a encore un certain nombre de challenges qui doivent être adressés pour que la technologie devienne rentable et un sens à l'échelle européenne. En revanche, évidemment, il y aura quand même des premiers, ce qu'on peut appeler de pilot programmes, des développements qui auront lieu au cours de cette décennie. Probablement également, et ce qui n'est pas inclus dans le graphique que je vous montrais juste avant, sur ce qu'on va appeler du medium and heavy commercial vehicle, donc plutôt sur du truck ou du bus, là où ça a beaucoup de sens, typiquement un bus dans un centre urbain qui cherche à réduire son empreinte carbone et qui a une flotte de bus qui fait d'un point A à un point A, même si on n'a pas d'infrastructure de refueling, l'hydrogène peut avoir beaucoup de sens. Donc voilà, vraiment, l'hydrogène sera une technologie qui aura son rôle à jouer dans le mix européen. En revanche, sur la période 2030, sur le light véhicule, aujourd'hui, nous ne pensons pas qu'au-delà de quelques pilot programmes sur des véhicules utilitaires, ça représentera une part vraiment visible du mix. Mais à 2035, la situation pourrait être très différente, a fortiori si cette réduction de 100% est adoptée par les États membres. Pour revenir juste sur le mix, ce qu'on voit, c'est qu'on a une accélération très importante à l'horizon 26-27. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelque part, on a une conjonction de facteurs qui vont dans le sens de l'électrification. Je le mentionnais, on a quelque part ce mur du CO2 à 2030 avec cette réduction de moins 55% qui sera attendue pour l'ensemble des flottes. Mais en parallèle, comme je le mentionnais en introduction, on aura également la mise en place de recettes. Et donc, c'est ça qui a motivé énormément de constructeurs à réorienter leur stratégie en faveur de programmes et de plateformes plutôt électriques only
et non plus multi-énergie, dans la mesure où, pour tenir les normes Euro 7, ça nécessitera d'avoir toujours plus d'équipements, d'avoir des systèmes de post-traitement des émissions très complexes, très coûteux, et donc dans un véhicule du segment B, embarquer un contenu Euro 7 électrifié va avoir un surcoût assez important. Et donc en parallèle, le besoin de monter en cadence, d'avoir un effet d'échelle sur le véhicule électrique va en faveur de programmes dits dédiés. Et donc, c'est ce qui a motivé la réorientation de certains grands programmes sur le segment B. Quelque part, on a assisté à, c'est pas visible sur l'ensemble des segments, mais sur les véhicules les moins chers, on a réellement un effet de la fameuse price parity, donc le moment où les courbes se croisent entre le véhicule électrique et le véhicule thermique, quelque part a été avancé par rapport à ce qu'il n'était auparavant, du fait de l'impact de cet Euro 7 et des nouvelles normes de CO2. Je voudrais vous parler un petit peu des différentes stratégies OEM, sans rentrer dans le détail parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long compte tenu de la séance que l'on a ensemble aujourd'hui, mais je serais ravi de répondre à vos questions en dehors de la séance. Pour ce qui est de Stellantis, très bon exemple par rapport à ce dont je parlais à l'instant. STLA Small, qui est donc la remplaçante de la plateforme CMP, sera electric only, là où auparavant on avait une plateforme qui était multi-énergie. Donc quelque part, quand on remplace une 208, une Corsa en 2008, en 2027, ce sont des véhicules qui sont électriques uniquement. Donc quand on voit le volume que représente Stellantis en Europe, bien entendu, cela a un impact sur notre mix européen et de notre compréhension, c'est une conséquence directe de cette conjonction de facteurs Euro 7 CO2. Donc, un exemple avec Stellantis, avec un mix d'électrification relativement important, comme on peut le voir sur la droite. Donc, le schéma sur ces différents OEM, donc on a la production par modèle typology, donc ce qui va consister entre les véhicules qui sont dits dédiés, donc qui sont vendus que en version électrique, les véhicules dits multi-énergie, que l'on peut acheter aussi bien en hybride qu'en électrique, et enfin les véhicules dits ICE hybrides, donc sans BEV option dans la gamme de powertrain. Ensuite, on a la production par plateforme groupe, donc c'est le mix par plateforme. On sait que sur les top OEM en Europe, on a des plateformes qui font beaucoup de volume. Donc là, c'est ce qu'on voit ici avec une CMP remplacée par une STLA Small, STLA Medium qui remplace le MP2, etc. Et enfin, le mix par powertrain, où là, il n'est pas question de plateforme, mais bien du type de powertrain installé, quelle que soit la plateforme. Donc, chez Stellantis, ce que l'on voit, c'est qu'assez rapidement, disparition complète des powertrains conventionnels et un mix de mild et de véhicules électriques. Côté Volkswagen, on connaît l'ambition de Volkswagen à devenir quelque part aspirationnel concernant le véhicule électrique et à avoir une position de leader. Donc, bien entendu, de très forts volumes de véhicules électriques, tous en BEV only, c'est-à-dire très peu de multi-énergie côté Volkswagen, des marques devenant electric only à un moment, et une nouvelle famille de plateformes dites SSP qui sera amenée à remplacer aussi bien MEB que PPE. Côté Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, il est intéressant de noter ici qu'au niveau des mix plateformes, nous considérons CMF-B comme étant multi-énergie dans la mesure où la nouvelle plateforme CMF-B EV étant, de notre compréhension, un carry-over relativement important de CMF-B avec plus de 50% de pièces en commun. C'est la raison pour laquelle nous la considérons comme multi-énergie, bien que les modèles qui seront basés sur cette CMF-B EV seront, eux, dédiés. C'est la fameuse Renault 5, Renault 4, etc. Pour ce qui est du mix par powertrain, il est intéressant de noter que, quelque part, on a une famille assez riche de production, puisqu'on a aussi bien du mild que de l'hybride conventionnel, du PHEV, le e-Power de Nissan, et bien évidemment une accélération assez certaine sur le véhicule électrique. Côté Daimler, au niveau des renouvellements plateformes, on a donc la MMA qui va remplacer la MFA. Donc ce sont tous les véhicules du segment C, classe A, classe B, GLA, GLB, etc. Il est intéressant de noter également que la plateforme EVA2 qui aujourd'hui est utilisée sur les EQE, EQS qui ont été présentés à Munich récemment, sera remplacée finalement assez vite après seulement une génération de produits
par une nouvelle famille de plateformes dite MB.EA. Et Mercedes a également annoncé sa volonté de développer une plateforme dédiée pour les véhicules utilitaires, dite VAN.EA, et pour les véhicules AMG. Donc au niveau du mix, énormément de véhicules électriques, bien entendu. Daimler a annoncé son souhait d'être ready to be BEV only by 2030. Ce n'est pas quelque chose que l'on reflète ici, mais qui aura quelque part dans sa gamme de véhicules la possibilité d'accélérer plus fortement sur le véhicule électrique. Et enfin, rapidement, BMW, on voit une nouvelle plateforme dite N-Car, c'est la Neue Klasse, que l'on comprend comme étant BEV et PHEV, ce qui est quelque chose d'assez unique au niveau de la compréhension plateforme, c'est-à-dire que ce ne sera pas du BEV only, mais il y aura du PHEV également sur des modèles dédiés en parallèle de la gamme actuelle. Donc une stratégie assez unique de la part de BMW, mais qui devrait lui permettre d'adresser les marchés à forte marge et non prêts pour du BEV only à 2025-2030. Et Ford, réduction assez importante des volumes du fait de sa stratégie de réorienter sur le véhicule utilitaire et d'abandonner progressivement le véhicule particulier. Un souhait de devenir electric only sur le VP à 2030, ce qui justifie une très forte augmentation du mix de véhicules électriques à 2030. Et au niveau des plateformes, évidemment, l'accès aux plateformes MEB de Volkswagen, ce que l'on voit ici dans la partie verte au niveau des partner platforms, qui du coup implique une baisse dramatique des volumes sur base Ford. Voilà pour la partie constructeur. Et donc maintenant, je souhaiterais adresser un petit peu les challenges et opportunités que l'on voit associés à tout ça. Bien évidemment, on va parler au cours des sessions à venir de comment atteindre une transition qui soit équitable et qui ne laisse personne au bord de la route. Je pense que la partie production de powertrain est un aspect très important à avoir en tête. Historiquement, on produisait en Europe plus de 21 millions de moteurs, très majoritairement pour de la consommation locale, très peu d'export, seulement 15%. Et on voit bien que d'après nos prévisions, à 2030, on va diminuer par 2 cette production, par plus de 50%, pour tomber sous les 10 millions à 2030. Donc clairement, l'Europe ne va pas devenir la base de production de moteurs pour d'autres régions qui seraient moins contraintes en termes de réglementation. Donc qu'est-ce que ça implique ? Une mutation très importante de l'écosystème de production powertrain, aussi bien supplier que OEM, pour s'adapter à cette montée en puissance de la production de moteurs électriques et cette perte de capacité de moteurs thermiques. Pour ce qui est des batteries, on voit que évidemment, ça va nécessiter énormément de montée de la capacité de production de cellules en Europe. Tous les plans constructeurs que l'on a vus depuis le début d'année pour les OEM majeurs s'accompagnaient d'annonces concernant la création de Gigafactory. Évidemment, on suit de très près le développement de ACC et on écoutera Yann Vincent demain, mais également Renault et Envision qui ont annoncé des développements de 2 Gigafactory, Volkswagen évidemment dans le cadre de son IVD. Donc vraiment une très forte activité au niveau de la production, l'annonce de production de cellules. Pour vous donner un ordre de grandeur, en l'espace d'un an, on a augmenté par 2 notre prévision de capacité de production de cellules en Europe. Donc aujourd'hui, on est à plus de 700 gigawattheures d'ici à 2025, c'est ce que vous voyez dans les bâtons bleus. Donc si on met en parallèle la demande que l'on prévoit venant de la part des véhicules électrifiés, aujourd'hui, on a une très forte montée en cadence de la production de cellules en Europe qui sera là à 2025 pour subvenir aux besoins de la filière. En revanche, le challenge, il est pour 2030, puisqu'on a bien vu qu'au niveau du mix véhicule, l'électrification va continuer de s'accélérer très fortement et nécessitera donc énormément de capacité de production. Et enfin, je pense à un sujet qui est cœur pour beaucoup d'entre vous, la crise des semi-conducteurs. Vous avez probablement vu des articles dans les derniers jours concernant la dégradation de la prévision IHS Markit concernant les volumes de production. Ici, ce sont nos derniers chiffres. Donc, pour vous donner les toutes dernières tendances, 2021, nous avons dégradé très fortement notre prévision de production pour le second semestre et nous prévoyons désormais un atterrissage de la production Europe quasiment identique à 2020.
C'est-à-dire que nous avons une tendance à 0% par rapport à 2020, qui était une année de crise Covid, avec énormément d'usines qui ont été arrêtées pendant un certain temps. Et donc, cette crise de semi-conducteurs qui, au début de l'année, était encore quelque part tirée par des problématiques de supply et des événements externes tels que les tempêtes au Texas et le feu dans l'usine Renesas. Aujourd'hui, du fait des mesures sanitaires en Malaisie qui sont prolongées, on a vraiment un effet durable de cette crise. On ne prévoit plus de rattrapage sur 2022. Comme vous pouvez le voir, si on prend comme base 2019, 2020 était une baisse de quasiment 23% par rapport à 2019. 2021 sera flat par rapport à 2020 et 2022, aujourd'hui, nous avons un scénario de rattrapage que de 12%. Donc il faudra attendre 2023 pour avoir un effet de rebond et pour lequel là, si ce scénario se confirme, nous avons des objectifs relativement favorables pour 23, 24, 25, dans la mesure où, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, les stocks ont été vidés. Donc, il y a ce que l'on va vendre en 2022, ce sera strictement ce que l'on arrive à produire. Mais il n'y aura pas d'effet de vente stratégique, etc. Donc, la demande sera contrainte. Donc, pour 2023 et 2024, nous nous attendons à un effet d'augmentation lié justement à cette demande qui a été contrainte sur 2022 et le rétablissement de cette crise des semi-conducteurs. Donc vraiment quelque chose de plus durable que ce que l'on prévoyait au départ, du fait d'événements externes, d'impondérables tels que les mesures sanitaires en Malaisie. Voilà pour ce que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions plus tard lors des différents échanges que nous pourrons avoir ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain Gillet. Merci beaucoup au cabinet IHS Markit. Merci, c'était vraiment très intéressant, très enrichissant. Puis merci pour ces derniers chiffres que vous nous avez présentés ici à l'occasion du fil, Romain Gillet. Et comme vous l'avez gentiment proposé, comme on a quelques minutes de retard, vous pourrez poser vos questions directement à Romain Gillet lors de la pause ou ce midi. Romain Gillet reste avec nous, donc aucun problème. Merci encore, Romain.